va maintenant passer la parole à Fouzia Marksout, qui est militante de l'immigration et qui va revenir sur la condition des Maghrébines de France et sur leur lutte aussi ici pour l'égalité. Merci. Bonjour. Dans ce contexte de révolution arabe, il peut peut-être paraître un petit peu décalé de parler des Maghrébines de France. Seulement, les processus démocratiques qui ont été initiés par les peuples de l'autre côté de la Méditerranée et dans lesquels les femmes ont joué et jouent un rôle très important, notamment pour faire avancer l'égalité de droits entre les hommes et les femmes, auront forcément une incidence sur la situation des femmes maghrébines de France. Si les politiques de l'immigration mises en place, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, prônent davantage de répression, prônent la fermeture des frontières et donc génèrent des conséquences néfastes à la fois sur les hommes et sur les femmes, il faut insister sur le fait que les femmes subissent davantage du fait de leur condition de femmes. Comme vous le savez tous, les femmes, les Maghrébines de France, sont gérées par les codes de la famille de leur pays d'origine. Nous savons ce que sont ces codes de la famille, comme les copines viennent d'en parler. Et cela en vertu de conventions bilatérales qui sont obsolètes, aussi obsolètes que les codes de la famille qui existent de l'autre côté de la Méditerranée. Donc là, on constate la complaisance du législateur français qu'on peut considérer à ce titre comme patriarcal, il faut le dire, tant qu'il cautionne et tant qu'il permet que des femmes soient gérées par des codes de la famille inégalitaires. Il se pose dans ce cas la question de la prévalence de laquelle des nationalités, quand il s'agit par exemple de couples mixtes, franco-marocains, franco-algériens, franco-tunisien. Pour ces pays d'origine, on est d'abord marocain, algérien, tunisien dès lors qu'on porte cette nationalité. Et donc, cela induit des conséquences fâcheuses, notamment sur la situation des femmes. Les conventions qui lient la France aux pays d'origine reconnaissent donc les codes de la famille, mais reconnaissent aussi tout ce qu'elles induisent en matière, donc forcément, de polygamie. J'expliquerai comment. Je vois sourciller. Ce qu'elles induisent en matière de répudiation, ce qu'elles induisent en matière de divorce. Je parle de répudiation parce que la répudiation existe toujours, notamment en Algérie et au Maroc, même si au Maroc on a essayé de la camoufler un petit peu. Et donc, ceci est clairement dit dans l'article 13 de la Convention franco-marocaine, par exemple, qui dit « Les actes constatant, par exemple, la dissolution du lien conjugal qui sont homologués par un juge au Maroc entre conjoints de nationalité marocaine produisent les mêmes effets en France dans les mêmes conditions. » Et plus loin, il précise que les actes constatant la dissolution du lien conjugal selon la loi marocaine entre un mari de nationalité marocaine et son épouse de nationalité française produisent effet en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce. Donc, ce sont également des femmes françaises qui se trouvent soumises à ces codes de la famille.
Dans l'immigration maghrébine notamment, et dans la situation des maghrébines de France, il y a une très grande injustice qui est celle qu'on reconnaît aux femmes des droits dérivés, par exemple à ceux de leur mari, notamment en ce qui concerne le droit au séjour. Des femmes obtiennent par exemple un titre de séjour dans le cadre d'un regroupement familial. Il est temporaire pendant un certain temps, il ne devient permanent qu'au bout de la 4e année sans qu'il y ait interruption de vie commune. Ce titre de séjour devient dans de nombreux cas un outil de domination masculine. Pendant que les femmes ont des titres de séjour temporaires, il n'est pas rare, dans certaines situations, de voir que les femmes sont obligées de supporter des conditions de vie indignes et insupportables, parfois des violences, parce qu'elles ont peur de perdre leur titre de séjour et parce que le mari menace de les dénoncer si jamais elles ne se soumettent pas suffisamment. Même si il est vrai que les hommes aussi peuvent se retrouver dans des conditions de chantage au titre de séjour. Donc il n'y a pas que les femmes, mais les femmes le subissent davantage. Sur la question des violences faites aux femmes, vous pouvez me dire que de toute façon, le législateur français a prévu l'octroi de titres de séjour aux femmes victimes de violences conjugales. Certes, mais cela dépend du pouvoir discrétionnaire des préfets, et dans ces cas-là, on occupe souvent de prendre en considération autant les violences psychologiques, les pressions financières. Donc c'est très rarement pris en compte. Les femmes maghrébines de France subissent parfois une sorte d'assignation à résidence. Pourquoi? Parce que des fois, des hommes intentent des procès ou divorcent de l'autre côté de la Méditerranée, et donc le divorce est forcément reconnu là-bas, mais les femmes qui vivent ici n'ont pas envie de se soumettre. Et dans certains cas, des hommes intentent des procès pour obliger les femmes à regagner le domicile conjugal. Ceci pousse certaines femmes à se résigner, à rester dans le pays d'accueil, de peur de rentrer et de se faire arrêter aux frontières parce qu'elles font l'objet de plaintes pour abandon de domicile conjugal, et donc elles sont dans l'obligation de regagner le leur. Les femmes, Nadia en parlait sur la question de la religion, donc on considère que les femmes sont forcément musulmanes, soit en Tunisie, au Maroc, je suppose aussi en Algérie. Bon, au Maroc, il y a un code de la famille hébraïque, un autre de la famille musulmane, mais rien n'est prévu pour la famille laïque, et on considère le fait que les femmes sont forcément musulmanes, et donc elles sont soumises à ce code de la famille. Cela génère des situations pour le moins ubuesques qui portent atteinte notamment aux libertés individuelles. Donc on parlait de la question du mariage. Selon le droit marocain par exemple, une musulmane n'a pas le droit d'épouser un non-musulman. Et même quand elles veulent contracter un mariage ici en France, les services consulaires exige de fournir une attestation de conversion à l'islam dès lors qu'il s'agit d'un homme dont le nom a une consonance non musulmane. Donc c'est une atteinte au droit de choisir celui avec qui on veut faire sa vie. Et donc ces mariages conclus ici par exemple en France ne peuvent être validés au Maroc. On a soi-disant simplifié la procédure depuis la dernière Moudawana, mais dans les faits, il y a quand même des contraintes, parce que pour que le mariage soit reconnu, il faut impérativement la présence de deux témoins musulmans.
S'il n'y a pas de présence de 2 témoins musulmans, eh bien le mariage ne sera pas reconnu, par exemple, par l'État marocain. Donc c'est une autre atteinte à la liberté de choisir qui on veut comme témoin pour son mariage. Je vais aussi également évoquer la question de la polygamie qui génère des situations très très dramatiques pour les femmes. Je vous rassure, hein, je suis contre la polygamie bien évidemment et je me bats contre. Mais le fait est que on est souvent en contact avec des femmes qui sont des coépouses d'époux polygames qui se retrouvent ici le plus souvent sans papier, parce que la loi française, elle va attribuer un titre de séjour pour une femme qu'elle va reconnaître, et les autres, elles n'auront rien du tout. Donc ça pose problème au niveau des droits sociaux, de l'accès aux soins et autres. Donc il est important qu'il y ait un combat qui est mené régulièrement auprès de ces femmes-là pour qu'elles puissent obtenir un titre de séjour et pour qu'elles puissent obtenir toute leur indépendance pour enfin sortir de la polygamie, parce qu'il faut le dire, la polygamie n'est pas choisie, elle est imposée par des pressions sociales, elle est imposée par des pressions économiques, et donc on retrouve des femmes qui se trouvent dans des situations vraiment alarmantes, et je pense que dans notre lutte contre la polygamie, il faut aussi œuvrer pour que les femmes puissent avoir, les coépouses puissent avoir un titre de séjour pour qu'elles puissent être indépendantes de leur mari. Parmi les maghrébines de France, je tiens à en parler. Donc il y a toutes celles qui sont là dans une situation régulière et qui font l'objet de contraintes et de précarité administrative, comme on vient de le voir. Mais il y a également les femmes qui sont sans papier. Ici, nous savons très bien, les rapports Nord-Sud sont ce qu'ils sont et ils ne permettent une libre circulation que dans un sens évident qui est celui de Nord-Sud. Donc les femmes du Sud, quand elles veulent venir ou quand elles sont contraintes de venir, eh bien elles se retrouvent parfois en situation irrégulière. Moi j'ai rencontré une femme l'année dernière qui était en France depuis 19 ans et qui n'avait toujours pas de titre de séjour. Donc, si la situation des Maghrébines en situation régulière est quand même précaire, alors je vous laisse imaginer celle des sans-papiers. Donc une précarité administrative, des difficultés économiques, de grandes difficultés pour trouver un travail. Elles font l'objet d'exploitation de la part de leur employeur. Parfois, elles ne sont pas payées. Il y a la difficulté d'accès aux soins, c'est vrai qu'il y a l'AME, mais ce n'est pas toujours évident. Mais il est important de dire que ces femmes-là luttent, elles s'organisent, et en s'organisant, elles finissent par arracher des droits, notamment des régularisations. Mais dans leur lutte, on retrouve beaucoup qui luttent également pour l'égalité de droits tout court et non seulement pour leur régularisation. Donc voilà, je ne vais pas trop m'étaler parce que les interventions des amis étaient tellement riches et je suppose qu'il y a beaucoup de questionnements, donc je vais m'arrêter là. Voilà.